C'est donc une nouvelle année qui approche. Une guerre entre les États-Unis et le Venezuela et une autre entre Israël et l'Iran pourrait-elle se chevaucher en 2026? Il s'agit d'un contributeur principal de Forbes qui parle de la manière dont Trump et Israël intensifient séparément leurs actions militaires contre ces pays respectifs. Bien sûr, les États-Unis prenant la tête contre le Venezuela et Israël, semble-t-il, prenant la tête contre l'Iran. Je suppose que je suis curieux, professeur Mohammad Marandi, de savoir ce que vous pensez de cette possibilité et aussi des perspectives pour 2026, car il se passe énormément de choses dans le monde en ce moment. Depuis le cessez-le-feu, Danny, le 8 octobre, je crois, non? Donc, depuis environ 2 mois et demi, le régime israélien a tué plus de 400 personnes à Gaza. Oui, cela veut dire que chaque jour, un certain nombre de Palestiniens, des enfants jouant près de leur tente, tués, des enfants sortant chercher du bois, tués, et l'Occident ne dit rien. Et ils font la même chose au Liban. Hier encore, ils ont tué un journaliste libanais, un soldat libanais et une 3e personne. Rien dans les médias occidentaux. Parce que les médias occidentaux, vous savez, je ne sais pas si vous avez vu l'humoriste américain qui s'est exprimé il y a quelques jours à ce sujet, à propos des quelques 240... Dave Chappelle. Dave Chappelle, yeah. Oui, Dave Chappelle est sorti. Les soi-disant journalistes occidentaux ne se soucient pas des journalistes palestiniens ni des journalistes libanais. Ils ne se soucient pas des citoyens américains. Les citoyens américains à Gaza qui ont été assassinés. Le citoyen américain en Cisjordanie qui a été assassiné. Les 3 enfants au Liban et leur père. Des citoyens américains assassinés par les Israéliens il y a seulement quelques semaines. L'ambassade des États-Unis a-t-elle dit quelque chose? Le département d'État américain a-t-il dit quelque chose? La Maison-Blanche a-t-elle dit quelque chose? Bien sûr que non. Ils s'en moquent. Ils s'en moquent complètement. Ce n'est pas important pour eux. Alors, voilà l'état des choses. Il n'y a de cessez-le-feu nulle part. Le régime peut faire ce qu'il veut, et les médias occidentaux détournent le regard. Intentionnellement, ils ne veulent pas que nous le soyons. Et bien sûr, avec les réseaux sociaux, il y a une prise de contrôle. TikTok, CBS et ainsi de suite. Et cela va probablement empirer encore et encore. Voilà donc la situation. Cela ne se terminera toujours pas bien, car les jeunes Américains voient que leurs droits leur sont retirés à cause de ce qui se passe à Gaza, à cause de ce que fait ce régime ethno-suprémaciste. Mais il y a une possibilité de guerre, comme je l'ai dit. Je pense que ça se terminera très mal pour le régime israélien, et que ce soit un grand pas, un autre pas, vers sa disparition, car il est déjà perçu, déjà détesté à travers le monde. Et la guerre de 12 jours a montré qu'il est très vulnérable. S'il mène une nouvelle attaque contre l'Iran, cela va provoquer une indignation mondiale encore plus forte. Et les Iraniens riposteront bien plus durement. Et au Venezuela, c'est possible aussi. Mais encore une fois, ce que je sais du Venezuela, et j'en sais un peu sur le Venezuela, j'ai des amis vénézuéliens avec qui je suis littéralement en contact tous les jours. Cela ne se terminera pas bien pour les États-Unis. Cela provoquera une misère de masse pour les populations d'Amérique latine, et ainsi de suite. Mais les Américains ne gagneront pas. Je veux dire, Trump ne gagnera pas. Le peuple américain est contre cela. Donc, quand je dis les Américains, je parle du régime, pas du peuple. Alors vous savez, les deux peuvent arriver. Et les deux arriveront peut-être. L'un Je ne sais pas si les États-Unis, que ce soit Trump ou quelqu'un d'autre, sont encore capables de mener une guerre à grande échelle. Je veux dire, ils ont tellement essayé, depuis la guerre contre le terrorisme, depuis l'Afghanistan et l'Irak, de trouver d'autres moyens, même en maquillant des guerres totales comme celle de la Libye, par exemple, en les transformant en guerres sales, avec des campagnes de bombardement qui soutenaient tout cela.
mais une guerre à grande échelle, comme celle qui serait nécessaire contre l'Iran et on pourrait dire contre le Venezuela. Parce que tu étais là à l'époque, moi j'étais très jeune. Mais j'ai vu les images. Quand Hugo Chavez a été renversé par la CIA, littéralement enlevé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était en quoi? 2002? Des foules de gens sont descendus dans la rue et ils l'ont récupéré. Tout ce qu'ils ont fait, c'est exiger son retour. La crise était si populaire qu'il a été rappelé. Je ne crois pas que ce sentiment ait disparu. Il semble donc qu'il faudrait quelque chose de bien plus important pour que les États-Unis s'engagent dans une politique belliciste sur ces deux fronts. Cela me rend difficile à croire que l'administration Trump, en particulier, pourrait gérer une telle situation. Cela déclencherait immédiatement une crise. Tu as mentionné Gaza. Gaza pose les bases de la colère. Les gens ne seront pas satisfaits après Gaza. En voyant potentiellement une autre forme de Gaza se reproduire au Venezuela, car il faudrait un massacre de masse au Venezuela pour vraiment contrôler la situation. Les États-Unis n'en ont pas la capacité. Ils ont dépensé. Aucun pays ne dispose de ressources infinies. La chose la plus coûteuse au monde, c'est la guerre, et les États-Unis mènent la guerre depuis le début de ce siècle. Cela ne peut tout simplement pas continuer. Nous voyons les effets sur la situation aux États-Unis, c'est évident. Et l'Europe est dans un état terrible comparé à il y a 20 ans. Nous vivons dans un monde différent, donc cela ne peut pas durer. Déjà, certains disent que l'économie américaine est au bord d'un problème majeur, très grave. Certains la comparent à celle de 1929 et d'autres affirment que ce sera encore pire. Je ne sais pas, je ne suis pas économiste, mais les personnes qui disent cela sont très compétentes et crédibles. Donc cela ne se terminera pas bien. C'est un régime qui est hors de contrôle. Et les personnes qui poussent cela sont les sionistes, qui ont leurs propres intérêts particuliers. Ils ne se soucient pas du peuple américain. Ce sont les néoconservateurs. Ils ne se soucient pas du peuple américain. Ces gens-là, et d'autres, ont gagné beaucoup d'argent grâce à ces guerres dévastatrices et criminelles. Et ils ne se soucient pas du peuple américain. Ils ne se soucient de personne. Mais comme je l'ai dit, cela ne peut pas continuer. Le Venezuela, je ne pense pas qu'ils puissent gagner au Venezuela. Je suis sûr qu'ils peuvent provoquer une grande destruction, mais ils ne gagneront pas. Et cela ne fera que pousser les États-Unis davantage vers la crise. Cela renforce la Chine, cela renforce l'Iran, cela renforce la Russie. Tout le monde le voit lorsqu'on compare le comportement des États-Unis à celui des autres. Les autres paraissent bien. Tout le monde paraît bien. Peu importe qui ils sont. Tout le monde paraît bien, car les États-Unis sont perçus comme dangereux, meurtriers, incontrôlables, barbares, inhumains, impitoyables, génocidaires. Et leurs alliés, le régime israélien, les Européens qui soutiennent le régime israélien, tout cela représente la fin absolue. Et puis, arrêter des militants dans la rue pour avoir brandi des pancartes contre le génocide ou publié quelque chose en ligne, les arrêter, puis les réarrêter, puis les arrêter une troisième fois, les mettre en... Ou encore, les anciens militaires sanctionnés par l'Union européenne pour avoir parlé de la stupidité de la sale guerre en Ukraine ou de la guerre par procuration en Ukraine, en leur confisquant leurs biens. C'est tout simplement extraordinaire. Ils semblent aveugles à la manière dont cela affecte leur image dans le monde entier. Quand on pense que cela ne peut pas être pire, cela empire encore. Oui, et les gens ne viennent pas sur cette chaîne pour entendre des discours catastrophistes, parce que j'ai une approche différente. Mais il y a beaucoup de pessimisme dans l'air, et à certains égards, il y a de bonnes raisons à cela. Ce qui est arrivé et continue d'arriver au peuple palestinien, ainsi qu'aux populations de toute la région, du Liban à la Syrie et au-delà. Le Venezuela. Nous venons d'évoquer et de discuter de la souffrance vénézuélienne causée par les sanctions.
On pourrait continuer encore longtemps. Mais je pense qu'une chose que je remarque ici, c'est que même lorsque nous regardons le cas de la Palestine, lorsque nous regardons celui de Gaza, malgré ce que disent des personnes que je respecte, comme Norman Finkelstein, Gaza est perdu, Gaza est perdu. Beaucoup de gens affirment que tout est détruit. Et je ne suis pas d'accord. Oui, à certains égards, si l'on regarde les bâtiments, les infrastructures, le nombre de vies brisées. Mais les États-Unis et Israël ne peuvent pas s'emparer de la situation politique. Ils ne peuvent pas gouverner le peuple palestinien. Pourquoi? Parce que le peuple palestinien ne veut pas être gouverné par une force extérieure comme les Israéliens ou les États-Unis. Et cela pour moi est un immense signe d'espoir. Je pense que nous voyons cela partout dans le monde. Cela reflète ce qui se passe dans une grande partie du monde, où il existe une forte volonté d'empêcher les États-Unis et leurs soi-disant, enfin, nous devrions les appeler vassaux ou partenaires subalternes, de gouverner, de contrôler, de dominer et de les détruire. Je pense que c'est un grand mouvement qui, d'ici 2026, ne fera que s'accélérer. Je suis tout à fait d'accord. Enfin, écoutez, je n'ai pas d'avis sur Mamdani. Et je ne veux pas dire que c'est un autre Obama. Je ne veux pas dire quelque chose de positif à son sujet. Je ne le connais pas. Et si je disais quelque chose de bien sur lui, cela finirait probablement par lui nuire. Mais je n'ai aucune opinion sur lui. Le simple fait que tant de gens aient voté pour lui, y compris de jeunes juifs, montre le degré d'humanité et de décence, malgré toute la propagande, malgré le lavage de cerveau. Cela montre comment les jeunes, à travers les États-Unis, issus de milieux différents, de groupes ethniques, de religions et d'horizons variés, parviennent à voir au-delà de la propagande, de ce grand mur de censure et de propagande aux États-Unis. Ils voient clair dans tout cela et ils prennent position. C'est la même chose ailleurs dans le monde et je pense que c'est là le plus important. La raison pour laquelle je dis toujours que le régime israélien a été vaincu n'est pas seulement parce qu'il n'a connu aucun véritable succès militaire au Liban ou au Yémen. Le seul endroit où il a réussi, grâce à Erdogan, au Qatar et à Biden, c'est en Syrie. Mais même cela ne se termine bien pour personne. En ce moment, Erdogan veut venir en Iran pour obtenir l'aide de l'Iran, car il a créé cette catastrophe qui profite au régime israélien en Syrie. Et il a une main perdante. Par son comportement monstrueux et ses politiques insensées, il a érigé un mur entre la Turquie et le régime israélien. Et il a abattu ce mur, espérant pouvoir créer ce mini-empire ottoman. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'il est devenu vulnérable et que son pays l'est aussi à cause de cela, à cause de ce comportement monstrueux. En tout cas, même cela, il faut voir comment ça va évoluer. Le régime israélien n'a pas connu de véritable succès. L'économie ne se porte pas bien et ensuite les Iraniens l'ont frappé durement. Mais la véritable défaite, c'est que le monde s'est retourné contre lui. Les gens méprisent le régime et ils font la distinction, grâce aux jeunes juifs, entre le judaïsme, qui est une chose, et le régime israélien, qui en est une autre. Les gens voient à travers la propagande. Aujourd'hui, beaucoup plus de gens savent que le véritable antisémite, c'est ce premier ministre polonais du régime israélien qui commet un génocide et le fait au nom du judaïsme. Les sémites, bien sûr, ce sont les Palestiniens, musulmans, chrétiens et juifs palestiniens. Et ceux qui viennent d'Iran ne sont pas des sémites. Lui, il est polonais. Mais cela mis à part, les gens comprennent que le judaïsme est une chose et que le régime israélien en est une autre. Donc, les gens se réveillent. Je ne dis pas que tout le monde se réveille. Je ne dis pas que demain les choses iront mieux. Elles empireront probablement avant de s'améliorer. Mais ce sont des signes d'espoir. Ce sont des signes qu'il y a de la lumière, comme je le dis toujours, au bout du tunnel. Et donc, je ne suis pas du tout pessimiste.
C'est très douloureux de voir le massacre quotidien en Palestine. Ce qui est encore plus révoltant, c'est l'indifférence des journalistes occidentaux. On voit ces personnalités connues en Europe et aux États-Unis. S'ils ne veulent pas écrire d'articles, ils pourraient au moins repartager quelque chose. Mais ils ne font rien, par lâcheté. Je veux dire, il y a des gens courageux, mais pas eux. Aucun d'entre eux. Donc oui, je ne vois pas le monde de manière aussi pessimiste. Je suis optimiste pour l'avenir. Noël approche. Le Christ, s'il était parmi nous aujourd'hui, marchant dans les rues, serait avec les Palestiniens. Il serait en première ligne de la résistance. Et c'est ce que nous devons faire, peu importe les apparences. C'est là que nous devons nous tenir. Et si nous sommes au bon endroit, si nous faisons ce qu'il faut, c'est la meilleure chose à faire. Cela devrait nous rendre optimistes, car la chose la plus importante, au bout du compte, c'est ce que vous faites, la position que vous adoptez. Allez-vous rester silencieux? Allez-vous être complice? Ou allez-vous prendre position? Plus votre position est forte, plus vous êtes ferme, plus vous devriez être satisfait de vous-même. Et je pense que c'est cela, le plus important de tout. Les gens étaient démasqués. Les sionistes chrétiens n'étaient pas chrétiens. Les sionistes juifs n'étaient pas juifs. Ils ont été exposés au monde et ils ont été exposés à la jeunesse. Et je pense que leur situation va empirer. Les gens voient que le problème n'est pas la race ni la religion. Le problème, c'est l'hégémonie et la poignée de puissants, la classe dirigeante, prêts à sacrifier tout le monde pour la domination. Qu'ils soient sionistes, néoconservateurs, ce qui revient pratiquement au même, ou oligarques aux États-Unis, ils se moquent du reste de l'humanité. Ils essaieront de nous diviser. Ils dresseront les musulmans contre les chrétiens. En ce moment, on voit cette nouvelle grande vague de sentiments anti-musulmans promus en Occident. L'Occident a soutenu Daesh, l'Occident a soutenu Al-Qaïda, et l'Occident a soutenu l'idéologie takfiri, le wahhabisme et le salafisme. Et la grande force du mal, c'est l'Iran. Vous savez, de là-bas. L'Iran a des églises. L'Iran a des synagogues. Récemment, Max Blumenthal, lorsqu'il est allé en Iran, je n'ai pas vu le documentaire, j'en ai juste regardé quelques minutes, je devrais le voir, a réalisé un documentaire sur les synagogues en Iran. Il y a des synagogues à Téhéran. Il y a des restaurants kasher à Ispahan. Il y a probablement aussi des synagogues et des restaurants kasher ailleurs. Je connais ces deux villes. Et il y a des églises dans tout Téhéran et dans d'autres villes. Noël est principalement célébré le 6 janvier, car la plupart des chrétiens en Iran sont arméniens. Certains sont orthodoxes. Il y en a quelques-uns qui le fêtent demain, une petite minorité. Alors, vous savez, ils diabolisent l'Iran, alors qu'en réalité, oui, c'est ça. L'ayatollah Khamenei rend visite ici à la famille d'un martyr chrétien tué pendant la guerre de Saddam Hussein contre le pays. Il est allé chez eux, il l'a déjà fait de nombreuses fois. C'est une famille arménienne, donc je suppose qu'il est allé début janvier, puisque leur Noël tombe le 6. Ce jeune homme a été martyrisé en combattant contre l'agression de Saddam Hussein soutenue par l'Occident. Et voici une autre famille arménienne qu'il a visitée pour Noël. Il a parlé avec les membres de la famille, a mangé avec eux, et comme on le fait lors des célébrations en Iran, ils ont offert des douceurs et des fruits. Et donc, il a pris le thé avec eux et s'est assis avec eux. Voilà donc l'homme du mal, celui qui est censé s'opposer au génocide et diriger le soi-disant axe du mal. C'est le monstre. Et puis, il y a un autre extrait que je t'ai envoyé, où il rend visite à une famille chrétienne assyrienne, et les Assyriens d'Iran fêtent Noël le 25 janvier. Il s'y rend aussi. Et voilà, c'est lui, le méchant, la force du mal. Pendant ce temps, ceux qui ont soutenu l'État islamique et Al-Qaïda, ceux qui tuent et assassinent des catholiques dans les Caraïbes, que les Iraniens sont censés soutenir, ce sont eux, les gentils.
Voilà le monde à l'envers dans lequel nous vivons aujourd'hui. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas une raison d'être pessimiste. Ouais, enfin, tu vois. Cela montre simplement tous beaucoup de travail. Definitely, yeah, in 2026. Oui, absolument, en 2026. Surtout parce que je pense que la situation de l'Empire américain et d'Israël devient très désespérée. Tu sais, quand on regarde même l'exemple de la Syrie, je n'ai probablement jamais été aussi déprimé ces dernières années que lorsque la Syrie est tombée, parce que je m'étais impliqué, vers 2013 ou 2014, dans la lutte contre cette guerre de changement de régime, à la fois par l'activisme et par un travail comme celui-ci. Mais quand j'ai ressenti tout cela et que j'ai commencé à y réfléchir, j'ai examiné la situation et ce que tu venais de décrire à propos de la Syrie. C'est un désastre. Bien sûr, ça l'est vraiment. Mais cela réveille aussi les gens. Quand on voit Jolani se rendre à la Maison-Blanche par la porte de derrière et Trump lui vaporiser du parfum. Et quand on le voit avoir cette idylle avec Petraeus, l'ancien chef de la CIA et l'homme en charge de l'Irak, les gens se réveillent. Je veux dire, à part les personnes les plus cyniques ou sectaires, aveugles à la réalité et noyés dans leur inhumanité, tout le monde voit ce qu'est la réalité. Ils voient qui sont ces gens et avec qui ils sont liés. Nous avons vu, il y a quelques jours, cette année, je crois que le ministère des Affaires étrangères a publié une carte de la Syrie sans le plateau du Golan. Oui. Alors quoi? Le plateau du Golan n'appartient plus à la Syrie. C'est de cela qu'il s'agissait. Timber Sycamore. Et Erdogan, il en fait partie. Tout comme maintenant, il envoie du pétrole aux Israéliens. Le Qatar, vous savez ce que ces gens font? C'est qu'ils offrent des bourses à certains Palestiniens, puis ils s'en vantent. Mais en réalité, ils sont dans le camp américain. Et ce qu'ils font pour les Palestiniens se fait avec le consentement des Américains, parce que les Américains veulent que les gens se rapprochent de ces pays. Les mêmes pays qui transportent du pétrole vers Israël, les mêmes pays dont l'argent va aux États-Unis. Mais les gens commencent à voir clair maintenant. Les gens voient la réalité. Et ceux qui ne la voient pas, c'est qu'ils ne veulent pas la voir. Peu importe si le Christ revient demain, ces gens-là ne changeront pas. Ils feront la guerre au Christ, ces mêmes sionistes chrétiens ou d'autres encore. Donc vous savez, ceux qui sont déterminés à garder les yeux fermés, leurs yeux resteront fermés. Mais le reste du monde, lui, il se réveille, et c'est une bonne chose. Oui, tout à fait. Et vous savez, nous pouvons avoir votre dernier commentaire à ce sujet, professeur Marandi. Les États-Unis, comme on le voit sous Trump, essaient vraiment de relancer, même de la manière la plus grossière et presque illégitime possible, l'exceptionnalisme américain, en tentant de faire croire que tout fonctionne, que les États-Unis sont tout-puissants. Mais je pense que ce que les gens oublient, surtout dans le cas de la Syrie, c'est que si l'on regarde l'Amérique latine, par exemple, combien de fois les choses ont changé au cours des dernières décennies? On y voit une situation plus anti-impérialiste, plus souveraine, contrairement à l'inverse ailleurs. Il y a des fluctuations et des changements constants. Mais au fond, je pense que ce que nous voyons dans l'ensemble, si nous évaluons toute la situation, c'est l'Empire américain qui devient de plus en plus violent, de plus en plus illégitime. C'est presque comme un enfant fatigué de jouer au jeu de la taupe. Il veut continuer à jouer, mais il n'y arrive plus aussi bien. Il se fatigue. Il est sur le point de s'effondrer. C'est un peu là où nous en sommes aujourd'hui avec l'Empire américain. Et même si cela provoque déjà beaucoup de souffrance, cela crée aussi de nombreuses opportunités. Je pense que la plus grande, c'est que vous avez deux.
Et je veux inclure l'Iran dans cette réflexion, car je crois que l'Iran fait partie de cette catégorie presque intouchable, où les États-Unis ont énormément de mal à comprendre comment imposer leur volonté à la Russie, à la Chine, à l'Iran, au point qu'ils doivent pratiquement tenter de détruire le reste de l'échiquier pour les atteindre. Et cela ne fonctionne pas très bien. Même lorsque les États-Unis installent des gouvernements clients, ces gouvernements finissent souvent par aller supplier la Chine et la Russie en disant « Nous avons encore besoin de votre aide ». Cela ne présage donc rien de bon, à mon avis, pour l'Empire américain. Et je pense que cela ouvre des perspectives de progrès dans le monde en 2026. Qu'en dis-tu? Nous pouvons conclure là-dessus. Eh bien, nous voyons déjà une intégration à travers l'Asie, en partie à cause de la politique des États-Unis. On voit l'initiative des nouvelles routes de la soie devenir plus sérieuse en raison de la menace que représentent les États-Unis sur les mers et de la piraterie américaine. On observe aussi le corridor nord-sud entre l'Iran et la Russie à cause de la guerre en Ukraine. Ainsi, grâce aux Européens et aux Américains, on voit l'intégration se renforcer dans tout le Sud global. Mais on voit aussi les peuples, le monde entier, se retourner contre l'Empire. Et je pense, encore une fois, je l'ai vu dans votre émission. Je crois que le professeur Wolf, dans votre émission une fois, a dit, si je ne me trompe pas, l'un de ces courageux qui disent la vérité. Je pense que c'était lui, bien que je ne sois pas sûr de qui l'a dit. Ils ont dit que les choses empirent lentement et lentement pour l'Empire, pour l'économie américaine, jusqu'à ce qu'un jour, elles deviennent soudainement très mauvaises, très vite. Et quand les choses commencent à se détériorer, elles se détériorent d'abord lentement, puis soudainement, tout s'accélère. Et je pense que nous approchons de ce point. L'Empire s'est surexposé depuis bien trop longtemps. Et au lieu, comme je le disais plus tôt, de repenser l'Empire, je veux dire l'Empire est malfaisant, mais au lieu de le repenser et de le rendre plus réaliste, il se contente. Vous savez, même avec ce nouveau document sur la sécurité nationale, ce n'est pas une remise en question. Ce n'est pas une véritable remise en question. Et je ne pense même pas qu'il sera mis en œuvre, mais c'est un autre sujet. Donc, au lieu de repenser, il s'entête, comme je l'ai dit plus tôt. Et cela va rapprocher la chute plutôt que la retarder. Nearer rather than more further away.